Il y a 4 ans, la police judiciaire s'est lancée dans une expérience, intégrer la psychologie dans la résolution d'enquêtes criminelles. Alors qu'aux États-Unis, des profilers participent depuis longtemps aux investigations en apportant un éclairage sur les profils des auteurs, aucun équivalent n'existait dans la police française. Le premier psychocriminologue de la PJ s'appelle Florent Gatérias. Il a été recruté ici, à Nanterre, par l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Comment travaille un psychologue du crime? Quelles sont ses relations avec les enquêteurs? Exceptionnellement, nous avons été autorisés à suivre Florent Gatérias dans les coulisses des enquêtes judiciaires. Avec Emma Oliveira, jeune psychologue recrutée il y a 1 an, il travaille aux côtés des enquêteurs à la résolution de crimes violents ou de disparitions inquiétantes. Des affaires souvent très médiatisées, dont nous avons modifié les noms et les détails pour respecter l'anonymat des protagonistes. Rencontre avec ce duo à part dans la police qui tente de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un criminel. L'Office vient d'être saisi d'une enquête suite à la disparition d'une petite fille de 5 ans. Comme souvent pour les affaires sensibles et complexes, l'OCRVP intervient en renfort de la police judiciaire de la région. Réunion dans le bureau du commissaire avec les enquêteurs en charge de l'affaire et les analystes, Florent, Emma, et la responsable de l'analyse criminelle, Laurence Salagnac. Damien est le chef du groupe en charge des crimes complexes. Il dirige les opérations. Alors vous me faites le point s'il vous plaît, comme ça, ce qu'on a fait pour l'instant d'un point de vue thématique, comment vous êtes calé avec eux, est-ce qu'il s'agit de continuer à faire avec? Donc nous on est allé sur place, Jennifer était chargée de remonter toutes les informations de la procédure puisqu'elle lisait systématiquement les procès-verbaux et elle alimentait donc l'analyse criminelle. C'est qui votre contact sur place? C'est le commissaire. D'accord. Il y avait environ 60-70 témoins. Ouais. Sur le parc. Enfin, c'est vraiment toutes les personnes, parc et à bord du parc. Il n'y a aucun témoignage qui ne fait état de la présence de la fillette dans le parc. Ouais. Bon, à noter que 4 portraits robots ont été réalisés, enfin 3 dans le parc, de gens qui étaient un peu bizarres, un peu... Voilà. Donc ils avaient également fait des recherches auprès des gardiens de l'école, etc. Bon, je pense que c'était à la demande du magistrat puisqu'il a un peu insisté sur ce point. Il s'avère que ce ne sont que des femmes. Et donc, ils ont écarté aussitôt. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas forcément une piste pédophile, hein. Ça peut être quelqu'un mal d'enfant. C'est vrai aussi. À cet âge-là, la piste pédophile n'est pas impossible, mais elle est probablement très faible. C'est vrai, d'accord. Il y a un fait intéressant qu'ils ont eu peu de temps avant qu'on parte, une tentative d'enlèvement aussi la semaine précédente. Donc il y a un signalement de cet individu, il y a une circulaire. Il y a peut-être des matchs à faire avec les éléments qu'on a déjà. Il y a un portrait robot. Donc oui, il y a un portrait robot également. Vous revenez vers moi, Tabea. Aussi. C'est vrai qu'il faut peut-être y aller par priorité. La priorité, c'est la piste familiale, et proche dans la famille nucléaire. Et après, le prédateur ou le kidnappeur ou l'agresseur, c'est... Et après, peut-être partir sur des pistes, on a pensé, les pistes religieuses, les pistes... Enfin, c'est quoi en pourcentage, là, les pistes? Là, pourcentage... 80 la famille, 20% de pistes. Je vois pas. Parce qu'elle est super jeune, c'est par rapport à son âge à elle, parce qu'elle a 5 ans. Elle a plutôt l'âge d'une enfant qu'on veut s'approprier affectivement. D'accord, une poupée quoi. Plutôt que sexuellement. On veut jouer à la poupée avec elle plutôt que... Voilà. Ça n'empêche pas le prédateur sexuel, mais ça diminue la probabilité. D'accord, ok. Et pour revenir là-dessus, il faudrait qu'on voit si tous les deux vous pouvez faire, pas un profil de l'auteur, hein, mais au moins un spectre un peu moins large des possibilités. Parfait, je vous remercie. L'urgence est de comprendre au plus vite ce qui s'est passé, afin d'avoir un maximum de chances de retrouver la petite fille vivante. Florent et Emma ont fourni aux enquêteurs une première sélection de profils d'hommes ou de femmes susceptibles d'enlever un enfant de cet âge. On cherche au plus près du parc, des gens qui habiteraient par là, qui sont connus pour des faits de viol ou d'enlèvement d'enfants. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Le profil éventuellement réalisé par
par nos psychologues permet d'écarter certains. Enfin, on peut écarter personne, à vrai dire, mais on privilégie dans le temps les investigations ou les vérifications sur certaines, quoi, voilà. Dans l'absolu, il y a des années de travail, quoi, hein, à faire. Alors là, actuellement, on est nombreux à travailler dessus encore, mais dans 6 mois, on sera forcément moins nombreux. Il y aura encore le groupe, mais on aura aussi les autres dossiers à traiter. Il restera des vérifications à faire, mais qui seront moins opportunes, puisqu'au départ, tout ce qui a été très opportun aura été réalisé, quoi. Mais ça peut porter ses fruits aussi, quand même. Donc, il ne faut jamais abandonner, quoi. L'Office central pour la répression des violences aux personnes est unique en France. Il développe des compétences et des outils nouveaux, s'inspirant beaucoup de ce qui fonctionne au Canada et aux États-Unis. Les 5 groupes d'enquêteurs, composés de policiers et gendarmes, traitent d'affaires criminelles importantes et non résolues en France et à l'étranger. Pour chaque affaire, ils ont la possibilité de faire appel au service des analystes qui étudient les comportements, les données et peuvent recouper les faits entre plusieurs crimes. Florent a trouvé sa place depuis 4 ans au sein de cette unité. Aidé par un profil particulier, il connaît bien la police, les policiers et les criminels. Je suis psychologue clinicien. Je suis entré dans la police il y a 24 ans. Alors dans la police, je me suis occupé essentiellement de formation et de recrutement. J'ai mis en place aussi les premières structures de soutien psychologique des policiers, mais j'ai des expériences complémentaires. Ce sont déjà 8 années d'exercice libéral, 6 ans en unité pour malades difficiles, à peu près autant en prison auprès d'agresseurs sexuels. Bref, tout un parcours. En plus du aussi, ça fait maintenant 20 ans que je suis expert judiciaire. Cette pratique d'ailleurs de l'expertise est probablement ce que j'utilise le plus concrètement ici. Mon travail est souvent de donner une priorité à une piste. Quand il y a plusieurs possibles, le travail du psychocriminologue, c'est de dire voilà, celle-ci paraît plus intéressante parce que la logique humaine qui est derrière est beaucoup plus crédible qu'une autre piste. Sur quels éléments se base le psychologue pour travailler? Contrairement à l'image du profiler véhiculé par les films américains, Florent n'a pas forcément besoin de se rendre sur les lieux d'un crime. Lorsqu'il est sollicité sur un meurtre violent, c'est de son bureau qu'il sonde et décompose l'affaire. Il se plonge dans les éléments concrets d'enquête, les procès-verbaux, rapports du médecin légiste et photographies. Les photographies me servent plutôt personnellement à avoir une idée de l'ambiance générale, à avoir une idée de la façon dont l'auteur a pu arriver sur les lieux, a pu partir, les détails précis, notamment effectivement la façon dont la personne a été tuée, peut être précisée par les photos, mais c'est avant tout les policiers qui la font. Ce sont tous ces éléments, représentation filmée ou photos, témoignages des policiers qui ont été sur place et rapports d'autopsie qui permettent de commencer à rentrer dans un dossier. Le cadavre de la vieille dame se trouvait près du hall d'entrée, les pieds en direction de la porte. Le visage était tuméfié, portant des marques de coups autour de l'œil et de la tempe, le crâne brisé en plusieurs endroits. Les côtes sont cassées. On constate des traces de sang et d'excréments entre les jambes. Elle a succombé à un arrêt cardiaque dû à ce qu'elle a subi. Les lieux sont dérangés comme s'ils avaient été fouillés sommairement. Une écharpe de laine est restée sur le sol, peut-être appartenant à l'agresseur. La première démarche a été assez simple, assez classique, c'est-à-dire de pouvoir déterminer comment s'est passé ce crime, si ce crime correspondait à un crime globalement crapuleux ou non. Il y a une grille qui existe, qui est issue d'une grille du FBI, qui permet de voir si le crime est plutôt organisé ou plutôt désorganisé. Ça permet d'avoir cette première photographie de la façon dont la scène s'est déroulée et de l'état psychique de l'individu ayant commis le crime. Alors,
Est-ce que le lieu du crime reflète sa préparation? Bien non. En fait, les indices de désordre sont nombreux, donc on s'aperçoit qu'effectivement, dans ce cas-là, on est plutôt dans le crime désorganisé. La victime était attachée, par contre. Attachée, mais avec des liens qui ne provenaient pas de l'auteur, qui ont été trouvés sur place. Les actes agressifs ont été commis avant de tuer, mais le corps a été laissé en évidence. Les preuves, les armes, en l'occurrence ce qui était contondant, étaient laissés sur place, et le corps a été laissé sur les lieux du crime. Quelques éléments simples là déjà, mais dont on s'aperçoit qu'effectivement, ils se réfèrent aussi bien au crime organisé qu'au crime désorganisé, uniquement sur les premiers éléments que l'on trouve sur la scène de crime. Il y a toujours dans une enquête des éléments de compréhension de la victime, ne serait-ce que pour savoir comment elle vit, qui elle rencontre. Il se trouve qu'en l'occurrence là, nous avions affaire à une vieille dame au caractère pas très facile. Il y avait ce côté acariâtre. Par rapport à une situation d'agression, c'est quelqu'un qui ne se serait pas laissé faire facilement, qui aurait forcément mis en place une résistance, une opposition, qui aurait pu amener à une réaction aussi de la part de l'agresseur. Une scène désorganisée montre un individu au psychisme perturbé, qui n'a pas forcément de problème mental, mais qui a pu être perturbé, notamment par la prise de toxiques, l'alcool étant le premier d'entre eux que l'on retrouve dans beaucoup de scènes, beaucoup d'éléments, dans beaucoup de crimes. Avec ces grilles, Florent va reconstituer le fil des événements et proposer son analyse du scénario du meurtre. Il rédige alors le profil le plus pertinent du suspect au vu de la scène de crime. Ce document nourrit ensuite le travail des enquêteurs, commissaires et magistrats concernés par l'affaire. On peut penser à un auteur qui prend des risques modérés. Il agresse la victime chez elle le soir sans prendre de précautions particulières, il oublie même son écharpe. Une victime à bas risque, femme âgée au foyer se trouvant chez elle, sans aucun contact avec le milieu criminel. Ce profil décrit un petit délinquant, cambrioleur d'occasion, cherchant la défonce, ayant un style de vie instable. On imagine très bien une situation avec ce côté crapuleux initial qui dégénère en côté meurtrier parce que la vieille dame ne s'est pas laissée faire. Un peu plus tard, dans les semaines qui ont suivi, le nom d'un suspect était apparu, qui était un jeune délinquant du secteur, connu notamment pour des cambriolages. Et par rapport au profil de cet individu, Florent donc, avait axé son travail d'analyse sur cette personne et on avait conclu que ça collait parfaitement, on va dire, avec l'aspect de la scène de crime, le mode opératoire utilisé, etc. Voilà. Et au final, il s'avérait que c'était bien le bon individu qui a été confondu un peu plus tard par des analyses d'ADN. C'est à l'initiative du commissaire Malon, ancien chef de l'OCRVP, que Florent a été recruté en 2009. Il y avait un vrai challenge. C'est celui de convaincre les enquêteurs de la plus-value que lui-même pouvait apporter à leurs enquêtes. Je pense que je lui ai dressé dès le départ un petit peu le cadre d'emploi, ce à quoi j'entendais qu'il travaille. Et en l'occurrence, donc, apporter dans les enquêtes son point de vue de psychologue. Je pourrais même ajouter qu'au départ, je lui avais dit que moi, ce que j'attendais de lui, c'était de s'engager, de prendre position. Et de ne pas rester, comme j'avais lu parfois, certaines analyses, certaines expertises, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, en fait, des conclusions de Normand. L'enjeu est clair, s'intégrer et confronter son analyse à celle des enquêteurs. Florent travaille simultanément sur 3 ou 4 affaires. Si toutes les affaires ne sont pas résolues, la collaboration avec les enquêteurs est positive. Mais s'engager sur chaque profil de criminel n'est pas sans risque. Évidemment qu'on peut se tromper sur un profil, bien sûr. Ceci dit, quand on essaye de faire un travail sérieux, de croiser des données, on avance des choses, évidemment uniquement à partir des éléments qu'on a pu recueillir,
mais à partir desquels on a une certaine certitude. Ce qui fait que le risque d'erreur est relatif, parce qu'on ne va pas non plus interpréter au-delà d'un certain degré de certitude. S'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour faire un profil, ça ne sert à rien de travailler. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est d'essayer de voir qui est-ce qui pousse un individu à faire ceci ou cela dans certaines conditions. Cette dynamique est liée à un ensemble de facteurs qui sont liés à son histoire personnelle, à sa personnalité, à l'environnement, à la victime elle-même. Un criminel agira différemment en fonction de la réaction de sa victime. Je ne suis pas là pour apporter des preuves scientifiques, mais des preuves humaines, des hypothèses qui se basent sur une expérience qui est la mienne, qui me permet de dire, voilà, après 30 ans d'expérience d'analyse des comportements humains, moi, Florent Gatérias, je peux m'engager à dire que ce comportement-là correspond aux actes que l'on peut voir. À l'OCRVP, le service évolue. Pour plus d'efficacité et de collaboration, la cellule de Florent se réorganise. Il va partager son bureau avec Emma. Voilà. C'est l'espace qu'on aura entre les deux bureaux, ce sera ça. Après l'armoire, elle peut... de toute façon, la brigade du Tigre, on va pas garder. Hein. Non, la brigade du Tigre, on ne gardera pas. Mettre les deux bureaux l'un à côté de l'autre. Ça fait 4 ans que je fais ce travail en police judiciaire, mais j'ai été heureux de pouvoir engager une collaboratrice avec moi, une autre psychologue avec qui nous pouvons échanger, parce que je peux avec elle évoquer l'aspect psychologique de mon travail, avec un retour de sa part, qui peut être critique. Ça marche ? Ouais. La psychologue a travaillé 6 ans en commissariat. Elle intervenait en soutien aux victimes et leurs familles dans les affaires sensibles de violences conjugales ou d'agressions sexuelles. Elle a elle-même une bonne connaissance du monde de la police et des profils de criminels. Hein, obligé. Florent, je l'ai rencontré depuis que j'ai commencé à travailler. En fait, il a fait partie d'un jury de recrutement il y a 7 ans de ça. J'ai eu le poste en commissariat et c'est vrai que j'avais exprimé dès le début mes souhaits à Florent de travailler un jour en criminologie et notamment sur tout ce qui est analyse comportementale. C'était quelque chose qui me plaisait et tous les deux on avait l'espoir qu'un poste, voire 2, se crée un jour dans la police française et ce qui a fini par arriver. Le but de la cellule, c'est d'être à 2 et de pouvoir avoir des visions différentes en fonction de notre parcours, de notre école de pensée à chacun aussi. Je vais déjà te mettre celle du 15 mai, les 2-3 intéressantes. Et après, tu vas voir 2 semaines après. Dans l'enquête sur la petite fille, Florent et Emma doivent émettre rapidement une hypothèse quant aux causes de sa disparition. En l'absence d'éléments tangibles, ils cherchent des recoupements avec des cas similaires. Ils décortiquent toutes les données fournies par les enquêteurs et analystes de l'unité. Ils écoutent des heures d'audition de témoins, regardent les vidéos des caméras de surveillance. Le travail est minutieux, afin de déceler le moindre détail qui permettra l'établissement d'un profil et d'un scénario. On arrive bien sûr à déceler au fur et à mesure de notre expérience professionnelle les gens, puisque ça reste notre matière principale, mais on ne sait pas mettre de mots. Et l'avantage de Florent et d'une collaboration avec Florent, c'est qu'il va mettre des mots sur ce qu'on perçoit. Il va nous rendre vigilants sur ce qu'on doit observer, notamment du point de vue du comportement, parce qu'il n'y a pas que des mots, il y a aussi un comportement dans la relation enquêteur et auteur. Nous, quand on avait une relation avec un auteur, à la fin, on disait « Oh là là, il va pas bien le monsieur, mais il va pas bien où, pourquoi, comment ?» Voilà, là on manquait de mots et on manquait d'outils pour essayer de comprendre ce que ce pas bien-là recouvrait exactement.
Et en discutant avec Florent, ben, on sait exactement pourquoi le monsieur il va pas bien et pourquoi il a fait ce qu'il a fait et pourquoi la victime aussi s'est trouvée dans telle situation, puisque il y a des profils d'auteurs, mais il y a aussi des profils de victimes. Et pour comprendre l'adéquation entre l'un et l'autre, il faut étudier les deux. Disons que ça serait bien pour... Moi, Florent, je le considère comme un outil. Et voilà, plus je pars avec la boîte à outils complète, plus j'ai de chances d'aboutir. Et il ne faut rien se refuser dans une enquête judiciaire, au contraire. Voilà, il ne vous reste plus qu'à coller. En parallèle du travail des psychologues, les enquêteurs ont rassemblé les données concrètes et les témoignages. Laurence a regroupé tous les faits avérés sur une frise chronologique qui raconte l'emploi du temps de la fillette la semaine avant sa disparition. Elle va de quand à quand, sa frise? Ça commence le lundi et ça va jusqu'au dimanche. C'est vraiment sa dernière semaine. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord les habitudes de vie des uns et des autres, mais aussi, y a-t-il changement dans ces habitudes? Et ces changements pourraient-ils nous apporter des indications ou non? Le schéma temporel est un des éléments de reconstruction mentale pour nous du déroulement de l'affaire. Mais il n'y a pas le nom du ravisseur, monsieur. Non. Il faudrait le dire à Laurence. Il faudrait qu'elle le rajoute. On peut se rendre compte aussi des incohérences qu'il y a pu y avoir entre les témoins, ce que la famille a pu dire, ce qu'on a vu, les vidéos qu'on a récupérées. Donc tu vois que le lundi, elle va à l'école normalement, ils vont faire des courses, ils vont tirer de l'argent, enfin une journée type. Lundi, mardi. Je commence peut-être même... Là, on a la dernière journée où elle est vue. C'est-à-dire avec preuve, puisqu'on a la caméra de surveillance. Là, il est vu par des voisins, il y a des appels passés. Et les derniers jours, ils sont là. La dernière fois où elle a été vue, c'était... De manière certaine, c'est le mercredi soir, puisqu'on a le mercredi après-midi, puisqu'on a la vidéo. Après, sur un témoignage, c'est le vendredi soir. Mais un témoignage sans preuve, c'est-à-dire qu'il l'a croisée dans la cage d'escalier en bas de chez eux. Enfin, dans leur résidence, quoi. Si on se base sur les faits, et rien que les faits, il y a quand même des très grosses incohérences. Rien que le fait, par exemple, qu'elle cherche sa petite fille que 5 à 10 minutes dans le parc, ça paraît complètement incohérent. Il y a le fait que lui, par exemple, ils lui disent, il décide qu'elle va au parc et que lui reste là, alors qu'il a l'habitude de les accompagner, et qu'au moment où elle s'en va, lui va descendre un très gros sac poubelle. Alors lui, quand il en parle spontanément, il dit qu'il a fait une sieste, qu'il a descendu un petit sac poubelle. De notre côté, c'est quelqu'un qui se méfie de tout, et notamment de la police, de façon générale. C'est-à-dire que le matin, il dit être allé au marché aux puces alors qu'il ne l'a pas été, il se trompe et tout ça, mais il se souvient très bien d'avoir descendu les poubelles à 17h30. Ouais. Maintenant, la vie n'est pas réglée comme une horloge, donc ça arrive des incohérences. Une enquête, ça fonctionne un petit peu en spirale. En sachant qu'à peu près 80% des crimes sont commis par des proches, évidemment, on regarde en premier les proches. Et puis, on élargit petit à petit pour trouver, et on élargit de façon systématique. C'est ce côté systématique qui fait que les pistes éventuelles ne sont pas oubliées. Mais forcément, il y a un moment où il faut prendre une décision, où on se dit, voilà, là, la piste est suffisamment importante pour que le travail soit beaucoup plus approfondi sur cette piste-là. On n'a pas la réponse encore de ce qui a pu se passer. Ça peut être un homicide volontaire, involontaire, ça peut être un accident, ça peut être un enlèvement par un tiers de la famille ou par un tiers étranger. Enfin, ça ramène tout un panel de possibilités avec tout un panel de théories sur lesquelles il faut travailler. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, pour le coup, là, il y a un grand champ des possibles. Et l'idée, c'est de se servir du passé pour essayer d'avancer et voir un peu, mais que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs, ce qui a pu des fois décanter une affaire quand on est bloqué comme aujourd'hui.
C'est vrai que dresser un profil, tant que ça reste théorique, on se dit que c'est facile, mais quand c'est dans la pratique, la première fois, c'est assez impressionnant. Enfin, on n'est pas dans une science exacte, hein. On ne peut pas dire c'est un homme, il a 40 ans, il est brun et tout ça, donc on reste toujours, on s'implique beaucoup. Les profils, on y reste des heures dessus, à essayer de comprendre qui est l'autre. Si on a juste l'acte ou la scène de crime ou ce genre de choses, on doit vraiment essayer de s'imprégner de tout ça pour voir qui se cache derrière. Donc après, on donne des orientations, on n'est jamais à 100% sûr de ce qu'on avance, mais on se mouille quand même un petit peu, donc c'est vrai que c'est pas facile, surtout les premières fois. Après, avec le temps, au fil des profils, on sait un peu comment mieux aider les enquêteurs et essayer de faire des profils les plus précis possibles. T'as vu, c'est intéressant parce que là, dans le petit article là, sur les fausses allégations d'enlèvement d'enfants, ils te disent que ce qui permet de repérer souvent, c'est le manque d'investissement de la mère et de réaction. Mais à la base, c'est une étude du FBI. Mais elle est intéressante. De toute façon, maintenant, c'est la relation avec les collègues sur place qui va tout déterminer. C'est ça. On va voir. Les psychologues se sont fait une idée sur le déroulement des faits. Mais si les enquêteurs abondent dans leur sens, il manque de preuves. Alors comment la psychologie trouve-t-elle sa place dans la rigueur d'une enquête policière? Ah! Attends, quitte pas. La place centrale, c'est toujours l'enquêteur. Hein. Enfin, l'enquêteur sous le couvert du procureur, ou du juge, mais la place centrale dans notre métier, c'est après, Florent, les gens de la police technique scientifique sont des assistants qui vont nous aider à un moment donné de la procédure. Il faut savoir que l'analyse du comportement, c'est peut-être 10% des dossiers. Parce que dans 80-90% des dossiers, il n'y a pas besoin d'analyse du comportement. Les policiers savent faire, ils savent très bien faire. Il y a peu besoin d'un spécialiste du comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a un mobile, l'argent, la volonté de l'auteur, une haine, une vengeance, etc. Et ça se passe dans l'univers de la personne. Et à partir du moment où il n'y a pas de lien, là ça devient plus compliqué. Parce que quand on a fait tout l'entourage, qu'on a cherché partout, on a ouvert toutes les portes et puis qu'on n'a rien pour les fermer, là il est peut-être bon de se poser la question de savoir si le comportement de l'individu ne donne pas quelque chose. Parce qu'on a peut-être croisé l'auteur, mais on n'a rien sur lui qui le relie à la victime. C'est dans des dossiers très compliqués, entre guillemets, où on n'a pas de mobile, où un individu qui a fait des choses qui sont pas compréhensibles sur la scène de crime, mettre un balai dans le vagin, mettre des excréments partout, par exemple, ou d'autres comportements répétitifs, là effectivement on va faire appel à l'analyse du comportement. L'établissement des profils est un aspect important dans les enquêtes de l'OCRVP. Florent est régulièrement amené à travailler en collaboration avec les enquêteurs sur l'analyse des comportements. Comme ici, où Laurence se questionne sur les raisons du changement d'attitude d'un homme accusé d'avoir tué sa femme et sa fille. Quelques heures. Quelques heures. Mais je pense que ça s'est fait en 2 temps. Je pense qu'il a tuer sa femme ne lui posait pas forcément de gros problèmes, tellement elle l'agaçait. Non mais... Mais tuer sa fille, il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Voilà. Et il faut que ce soit associé à une sorte de panique. C'est ça. Et à la limite, je ne sais même pas s'il n'a pas tué en faisant pas exprès. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut crier et oula, je lui mets les mains un peu trop fort sur la gorge et effectivement, tu cries moins et tu respires moins surtout. Voilà. Moi, je pense que ça s'est passé au domicile dans les 2 cas. Parce que, ce qui voudrait dire aussi, c'est qu'il n'est peut-être pas négocié la suite en même temps. Ce qui veut probablement dire qu'il n'a pas fait n'importe quoi du corps de sa fille. Encore une fois, la mère, je ne sais pas. Par contre, ce que je ne comprends pas, et là c'est manifeste, il y a un changement d'attitude dans le gars, mais qui est... admettons qu'il les tue toutes les deux le 14. Le 17, le 18, le 19, c'est la nouba, quoi. Mais vraiment, sa maîtresse vient, ils font des activités que tu n'as pas forcément envie de faire quand tu as 2 cadavres. Et que tu t'en sens coupable. Mais si tu ne t'en sens pas coupable, parce que tu as une personnalité proche de la pathologie, et que les morts, finalement, c'est pas ça qui est le plus important, ça peut poser problème. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la dépigmentation. C'est-à-dire que le 19, il est ultra bronzé,
Et le 4, on dirait qu'il est passé dans la farine, quoi. Oui, bah oui, c'est une vasoconstriction liée à un stress qui peut faire les deux. Hein. En fonction des stress, ça peut faire soit vasodilatation, soit vasoconstriction. Et effectivement, ça peut donner comme ça le teint blafard. D'accord, ok. C'est la mort de la fille qui fait tout craquer, parce que ça, c'est insupportable. L'Office est sur une nouvelle affaire de meurtre en série pour laquelle un homme a été arrêté à tort. Fabrice et Florent analysent le caractère et la méthode du tueur. Par rapport à la première scène de crime, on a un individu qui maîtrise de mieux en mieux son stress. Et puis il y a une symbolisme sur le deuxième crime. Il revient sur la scène de crime alors qu'on a déjà interpellé un auteur. Il y a une vraie volonté de dire voilà, hey les gars, vous avez mis un mec en tôle, mais c'est pas le bon. C'est moi qui l'ai fait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'on est déjà à 4 victimes. C'est le temps de passage à l'acte de nouveau. Il y a de grandes chances que l'individu repasse très rapidement à l'acte. Rapidement, c'est pas un... Ouais, moi je suis pas d'accord. Il y a un certain délai entre les actes. Ouais, mais on arrive à la fin du délai. Oui. On arrive vraiment à la fin du délai. Oui. Dans cette affaire, 4 meurtres sont commis avec la même arme dans les parkings d'une résidence. Après l'arrestation d'un premier suspect, la série continue. Les enquêteurs portent leur attention sur plusieurs individus. Le profil établi par Florent corrobore les soupçons sur l'un d'eux. Une interpellation se prépare. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors on a donc ce fameux suspect, Meunier. Ouais, on a Meunier. Qui correspondrait globalement au profil. Si on s'en tient à ce qu'on a, ouais, c'est un individu qui est colérique, qui est connu de nos services. Il correspond bien au profil. Donc ce qui serait intéressant maintenant de voir, c'est la construction de l'aide à l'audition pour la garde à vue. Oui, tout à fait, oui. Déjà, il va falloir regarder parmi les enquêteurs qui ont traité le dossier, quel est le collègue le mieux adapté. Oui. Parce que par rapport à la personnalité qu'on a définie avec Emma, il va falloir voir qu'est-ce qui est mieux adapté et comment le faire fonctionner. D'après ce qui semblerait, ce jeune homme serait plutôt enclin à se laisser aller à parler de lui avec une personne représentant une certaine autorité. Ce que l'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de cette réassurance narcissique constante. Je pense que si un enquêteur trop jeune mène l'audition, ça risque de la compromettre. Il faut se poser aussi la question de savoir si c'est une bonne chose que l'on soit présent. Toi, en tant que psy, en tout cas, parce que a priori, il ne doit pas se considérer comme cinglé, donc un psy... On le verra assez vite en fonction de ses réactions dans certaines situations. Souvent décisive, l'audition est l'occasion de la confrontation entre le suspect et l'enquêteur. Les enjeux sont importants, les caractères se dévoilent. Florent est une aide précieuse dans ce moment de tension. C'est une de ses missions au sein de l'OCRVP. Préparer une garde à vue, préparer une audition, ça fait partie du travail quotidien. C'est d'ailleurs le travail le plus intéressant. Le profilage, c'est un travail intellectuellement fascinant, mais il manque la dimension humaine que l'on retrouve dans l'audition. Aussi bien d'ailleurs dans le contact avec les enquêteurs qu'avec la personne que l'on a en face de soi, souvent un suspect éventuel, pour lequel on essaye de comprendre si ce que l'on sait de l'affaire correspond à ce que l'on voit. Ce sera le cas lors de la garde à vue d'une femme au caractère très instable. C'est la capitaine de police du groupe en charge des disparitions criminelles qui a mené l'audition. Intervenant souvent dans des affaires sensibles, elle souhaite garder l'anonymat. On est parti sur une garde à vue qui s'annonçait un peu compliquée, surtout longue. Et donc au bout de 2-3 heures d'audition, où cette dame est partie dans des délires absolument incroyables, évidemment j'ai vu très rapidement qu'elle avait de graves problèmes psychopathologiques. Et là on se sent démuni parce que la psychopatho, voilà, c'est pas notre spécialité. Et donc Florent s'est entretenu à peu près une demi-heure
avec cette Sabrina. J'ai pu la voir en tête-à-tête, ce qui était ce qu'on ne peut pas toujours faire en fonction du timing que l'on peut avoir. Et mon interrogation à ce moment-là, c'était de savoir à quel point elle pouvait être ou non délirante. Parce que si elle était totalement délirante, à ce moment-là, aucune audition n'aurait pu se faire. Et si elle pouvait être en relation avec la réalité et avec les enquêteurs, là, à ce moment-là, on pouvait. Et c'était un petit peu ma conclusion au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'à chaque délire de sa part, en tout cas ce qui pouvait apparaître comme tel, il suffisait de l'arrêter pour qu'elle reprenne contact avec la réalité et qu'elle soit bien dans le contact direct. Ce qui permettait de faire une audition réelle. Sabrina, 65 ans, est suspectée d'avoir tué 2 hommes en l'espace de quelques mois. Un corps a été retrouvé découpé et réparti dans des sacs poubelles dans une forêt. Le second reste introuvable. Les 2 hommes, voisins de Sabrina, avaient tous 2 tenté de la séduire. Jugés trop entreprenants, elle les aurait d'abord drogués, puis découpés avec un couteau dans sa cuisine. Comment savoir si cette femme a agi avec discernement ou si elle est victime de délire? Ce qui est intéressant dans l'aspect psychologique, c'est d'abord de comprendre Sabrina. Pourquoi cette femme, effectivement, dont tout le monde l'a trouvée plutôt sympathique, a pu commettre de tels crimes. Ça s'explique par des éléments de personnalité qui se sont construits tout au long de sa vie, qui permettent de comprendre, pas de justifier bien sûr, mais de comprendre, notamment par une enfance caractérisée par des abandons familiaux, par une maltraitance, notamment de la part de sa belle-mère. Ça a été une enfance assez difficile, qui l'ont amené plus tard à se prostituer. Et le mari qu'elle a trouvé lui a permis de se sortir de tout ça. Elle a eu énormément d'admiration pour lui, d'autant plus que visiblement il lui a permis de trouver une stabilité très importante. À tel point que quand il est mort, de mort naturelle, il n'y a aucun doute là-dessus, sa vie en a été totalement bouleversée. Quelques années après, plus de 10 ans après, elle s'est dit « mais pourquoi pas refaire ma vie ?» Or, il y avait un stade pour elle impossible à franchir, qui était notamment celui de la sexualité et du regard qu'elle pouvait supposer de son mari mort. Et notamment, ce n'est pas pour rien que les 2 meurtres ont été commis dans la chambre. Chambre où il y avait les photos du mari défunt et tous ces souvenirs qui, pour elle, étaient autant de sacrilèges qu'elle allait commettre si elle allait plus loin. Donc il y a un état de panique qui a commencé chez elle à ce moment-là. Florent était idéalement placé donc en face de moi, la dame était entre nous et évidemment en posant des questions on a les micro-comportements à la fois de Florent et des miens qui se complètent, hein. On discute avec nos yeux, on échange, on n'est pas forcément toujours d'accord. Voilà, on arrive à trouver des choses, à tirer des ficelles pour, encore une fois, pour obtenir des aveux. Après oui, s'adapter, ça a été compliqué, j'ai sévi, j'ai été sympathique, agressive aussi, et rien. Et rien jusqu'à ce que je décide de lâcher la main. 2 hommes sont intervenus là. Ouais. Après ton passage, après le mien, et je pense que tout ça a concouru en fait. C'est clair. Hein, c'est vraiment la synergie à mon avis de tout ça. Florent, l'enquêteur qui travaille en amont, et puis les collègues masculins qui sont intervenus après. Tout ça a fait qu'à un moment donné, elle s'est mise à table. Parfois, dans l'efficacité professionnelle du policier, passe par cette possibilité de passer la main à un collègue qui a d'autres qualités, compétences, ou tout simplement, dans l'affaire Sabrina, était d'un sexe différent. Parce que ça impliquait une relation différente et qui, on l'a vu, a permis justement ce lâcher-prise, ce début de confiance accordée
qui lui a permis de parler et de dire les choses simplement. Le rapport que je peux avoir avec les personnalités criminelles, tant que c'est sur dossier, ça reste extrêmement intellectuel. Par contre, quand on rencontre les personnalités, il y a forcément quelque chose qui se passe et qui, du fait que je dois faire des efforts pour les comprendre, me font me rapprocher d'eux. Créer pas forcément une empathie au sens classique du terme, mais en tout cas un rapprochement. Par exemple, pour Sabrina, ses meurtres sont odieux, mais la personnalité en tant que telle a suffisamment de souffrance en elle, d'humanité en elle, pour pouvoir avoir un début de sympathie. Je pense que c'est important dans nos métiers de pouvoir voir l'être humain derrière. On n'est pas là pour les... Nous, on n'est pas là pour les juger, on n'est même pas là pour les arrêter, quelque part. Donc c'est intéressant de voir qui est cette personne derrière. Il y en a beaucoup qui ont eu des enfances difficiles. Après, il y a aussi quelques maladies mentales. Il y a des choses comme ça, mais je trouve ça triste d'avoir une vie comme ça, d'avoir raté sa vie et d'en avoir gâché d'autres à côté. Moi, je me force toujours à ne pas banaliser ces histoires de vie. Et je pense qu'on ne naît pas criminel et qu'on le devient. Évidemment, je pense aux victimes. Mais pour moi, l'apport que je peux avoir est aussi d'aider le criminel à pouvoir retrouver sa place dans la société en avouant ses crimes. Tant qu'il ne les avoue pas ou qu'il n'est pas jugé, il est en dehors de la société et ça induit chez lui aussi une souffrance. Ça n'a rien à voir avec la souffrance de la victime, mais je pense qu'effectivement, il y a une part sociale que l'on peut apporter aux criminels aussi. Un des buts d'une enquête criminelle et de la compréhension psychologique au sein de ces enquêtes-là est de redonner une humanité à celui qui a commis des actes qui, eux, paraissent inhumains. La petite fille est toujours portée disparue. Le temps passe et aucun indice n'est assez probant pour valider une piste. À la demande du magistrat, Emma s'est rendue sur les lieux de la disparition avec les enquêteurs de l'OCRVP. La maman est venue pour des prélèvements ADN. Et puis c'est vrai qu'elle allait quand même très mal, comme elle a vu que j'étais psychologue et tout ça, donc elle a exprimé le besoin qu'on se voit. Donc je l'ai vue, oui c'est ça, 45-50 minutes. Et suite à ça, il y avait un rendez-vous chez le juge. L'idée c'était un peu de voir un peu toutes les pistes, selon mon avis, vers lesquelles il fallait s'orienter en premier. Et faire aussi le profil de la petite, voir qui était cette petite fille et est-ce qu'elle était susceptible de se faire enlever plus facilement qu'une autre. Alors qu'est-ce que tu en penses du profil de cette petite ? Après le profil, les éléments qu'on a, c'est les témoignages qu'on a un petit peu au niveau de l'école, sa mère qui en parle, et ça a l'air d'être une petite fille très sociable, qui n'a pas peur de l'inconnu. Une ou deux fois, elle avait échappé déjà à la vigilance de sa mère. Il l'avait retrouvée avec des SDF en train de faire des bisous sur les joues, tout ça. Donc elle n'a pas peur de l'inconnu, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. Donc si elle rencontre un monsieur, il suffit qu'il ait une petite poupée ou un petit chien ou je sais pas, qui puisse attirer la petite fille, qui discute. Je pense qu'il n'aurait même pas besoin d'être violent. Il y avait quelque chose d'intéressant dans les relations entre la mère et le beau-père, d'un rapport de domination qui pourrait... Lui a tendance à avoir pas mal d'emprise, mais parce que cette jeune femme, elle est... on sent qu'elle est un peu dépendante affectivement. Quand elle rencontre un homme, ses sentiments tout de suite rentrent en ébullition. Elle est très attachée. Je pense qu'elle a peur de la solitude, elle a peur d'être seule. Après, c'est vrai qu'au niveau du profil du beau-père, on est dans un profil particulier quand même. Il est connu des services de police. Donc c'est quelqu'un, en tout cas à première vue,
de ce qu'on a comme élément, d'impulsif, un peu macho, possessif, avec une sorte d'intolérance à la frustration, donc ce qui vient justifier les violences. En même temps, c'est quelqu'un qui est très doux et qui l'appelle mon amour et qui est très prévenant et qui lui dit qu'elle n'hésite pas à s'acheter un petit gâteau pour aller mieux. Donc il y a un peu ce double mouvement d'amour, possession et de violence derrière. Donc si ce monsieur était responsable, on peut imaginer qu'elle le couvrirait aussi, de peur de le perdre. Les psychologues font un bilan avec Sophie Robert qui supervise l'enquête. Sans éléments nouveaux, leur travail sur cette disparition est terminé. Donc vous, du contact avec le magistrat, parce qu'Emma a eu contact avec le magistrat. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire sur ce dossier? Il voulait avoir un avis pareil sur les probabilités, si on était plus sur la piste familiale ou du kidnappeur, prédateur sexuel. Là, ça fait déjà pratiquement un mois. Oui. Alors, dans la piste familiale, ça, vous avez une tendance à voir si elle peut être toujours vivante ou si elle peut être morte? Pour moi, si on reste dans la piste familiale, c'est l'hypothèse de l'accident qui me paraît la plus évidente. Donc, elle serait plutôt morte. D'accord. L'accident maquillé ensuite en disparition. Alors après, la difficulté de la piste affective, c'est qu'une petite fille de 5 ans qui apparaît dans l'univers de quelqu'un, ça ne passe pas inaperçu et il y a forcément une tierce personne qui s'en rend compte. Qui s'en rend compte, sauf si la personne vit d'une façon marginale. Oui, mais alors il faut être complètement coupé du monde parce qu'une petite fille de 5 ans qui arrive du jour au lendemain... S'il l'enferme dans sa ou cave. en itinérance. Et puis derrière, ça s'organise parce qu'une enfant de 5 ans, c'est scolarisé, ça a besoin d'aller chez le médecin. Uniquement quand elle est malade. Tant qu'elle n'est pas malade, il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin. Oui, c'est pareil pour la scolarité. Tant qu'on est en train de bouger, personne ne s'inquiétera de savoir. Sauf si l'enfant est présent sur un même lieu pendant un certain temps. À ce moment-là, on se posera des questions. Et juste une piste, si on met de la sexualité de côté, sans vouloir la violer, mais juste la tuer. Comme ça, c'est déjà vu. Pas forcément en France, mais ça existe. Oui, mais pour moi, là, on est à un niveau de probabilité qui est tellement bas. Plus ça va et plus ça descend. La rencontre hasardeuse avec un tueur qui n'a d'autre but que de tuer est tellement faible que... Et puis en même temps, ce n'est plus une urgence. Autant les autres, et notamment les pistes des enlèvements, aussi bien affectives que pédophiles, restent une urgence parce qu'on sait qu'on pourra la retrouver. Autant si c'est la piste d'un tueur, l'urgence est moins forte. Parce qu'elle est déjà morte, c'est ça? Oui. Je n'ai jamais été confronté à une enquête ou une affaire dont les faits me touchent personnellement. Même indirectement, même symboliquement. Et ça peut arriver, bien sûr. J'imagine que si un jour une enquête se produisait avec une victime qui, d'une façon ou d'une autre, m'évoquait ma fille, j'aurais plus de mal à agir. Bon, mais le fait de le savoir permet soit de se retirer, soit d'essayer de s'adapter à la situation. Pour se protéger, déjà en tant que psychologue, sans parler de criminologie, on nous apprend très rapidement à la fac que c'est intéressant déjà de travailler sur soi, donc de faire une analyse. Moi, ça a été mon cas, je l'ai fait pendant 5 ans, je l'ai arrêté pour diverses raisons, je pense que je la reprendrai plus tard. Mais déjà pour avoir un niveau personnel, avoir une connaissance de soi plus globale et pouvoir appréhender les choses de manière plus facile. On me pose souvent la question de savoir, mais comment ressentez-vous les scènes de crime et les photographies qu'on peut vous montrer? Bon, j'avoue que, de façon générale, j'ai pas vraiment de réaction particulière, mais il faut dire aussi que je me protège en essayant de ne pas voir des choses potentiellement choquantes sans avoir besoin de les voir. Par exemple, des photographies de scènes de crime, si je n'ai pas besoin de les voir, je ne les verrai pas à ce moment-là. Je ne les verrai pas... Et pareil, pour des films, par exemple, si une caméra de surveillance a filmé quelque chose de particulièrement violent,
je peux différencier le son de l'image pour me protéger. Bon, ça fait partie des petites astuces que je mets en place. J'estime que je n'ai pas besoin de me perturber plus que nécessaire. Je crois aussi que c'est un métier qu'il ne faut pas faire trop jeune. Être plongé comme ça dans ce qu'il y a d'un petit peu noir dans l'humain, si on n'a pas déjà vu ce qu'il y a de beau aussi, ça peut avoir une influence négative. Et j'avoue que moi, c'est pas parce que je vois des crimes que je considère que l'humanité pose problème, loin de là. Il y a cette part-là dans laquelle j'essaye de contribuer un petit peu à une sorte de régulation. Mais l'humanité est si belle.